Bonsoir. Pour continuer notre réflexion qui essaie de relier l'événement à l'histoire, nous avons la relation des musulmans en France avec la Palestine qui est sans discontinuité. C'est une histoire sans discontinuité qui devrait remonter à l'immédiate après Première Guerre mondiale. Cette période est marquée par la déclaration Balfour de 1917 proposant un National Jewish Home, un foyer national juif en Palestine, avec toutes les interprétations, les traductions différentes de cette formule qui, pour beaucoup de juristes, beaucoup de diplomates, n'impliquait pas la création d'une structure étatique. Les Juifs auraient pu être regroupés dans un cadre communautaire, mais au sein d'un autre État. Et pour combattre l'interprétation conduisant à réclamer la création d'un État, l'émir Chekib Aslan a choisi de s'installer à Genève en 1920 à la tête du comité syro-palestinien qui comprenait des personnalités éminentes dont le Syrien Ihsan el-Jabri, Aouni Abdelhadi et beaucoup d'autres. Ils ont décidé de s'installer pas loin de l'immeuble de la Société des Nations à Genève pour éviter l'application de la déclaration Balfour avec l'interprétation la création d'un État juif. Et l'émir Chekib Aslan de Genève suivait toute l'actualité du monde musulman, le monde arabe. Il avait un prestige considérable dans l'immigration, notamment parmi les étudiants, qui étaient très engagés, très intéressés par ce qui se passe en Orient depuis la Première Guerre mondiale, et tout le monde a été stupéfait d'apprendre l'existence des accords secrets Sykes-Picot. Pour le monde arabe, la Première Guerre mondiale s'est soldée par les accords Sykes-Picot de partage des dépouilles de l'Empire ottoman entre les puissances coloniales britanniques et françaises et la déclaration Balfour. Et en France, l'émir Chekib Aslan avait un relais très important en la personne de Eugène Young, qui était un ancien vice-résident de France en Cochinchine, qui a quitté son poste en 1906 et à la faveur d'un séjour touristique dans les pays du Golfe, il a quitté son poste pour se lancer dans les études sur le monde arabe. Et il a notamment publié 2 volumes écrits vraiment en temps réel, intitulés La révolte arabe, celle de 1916, où il a révélé les dessous des cartes. Et ces livres étaient traduits en un temps record par les Britanniques, qui appréciaient la qualité de ces informations et la pertinence de ces analyses. Et il était l'ami et le relais de l'émir Chekib Aslan en France. Et il a écrit un certain nombre de livres qui ont eu leur moment de célébrité, notamment L'Islam sous le joug en 1925 ou 1926, l'année de la création, de l'inauguration de la mosquée de Paris, où il dénonce l'usage du religieux à des fins politico-militaires. Il dénonce la mosquée comme étant une manœuvre coloniale où on voulait commander des fatwas au directeur de l'Institut musulman à l'époque, dont il contestait la légitimité. Il dit qu'il n'est pas indépendant et il dépend d'administration au service de la politique coloniale. Et il a écrit par la suite l'islam face aux nouveaux impérialismes, et il met impérialisme au pluriel, c'est-à-dire
les anciennes colonies et l'Union soviétique. Pour lui, c'est la continuation des politiques coloniales tsaristes au nom du communisme. Il se méfiait des Américains, mais les États-Unis n'avaient pas encore une présence digne d'intérêt au Proche-Orient. Et l'émir Shakib Aslan, pour consacrer sa célébrité et son prestige, a été invité par le bureau de l'AMNAF, l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France, qui l'ont reçu en grande pompe au restaurant de la mosquée de Paris en 1930. Il y avait notamment Mohamed El Fassi et Sidi Ahmed Ben Farj qui l'ont célébré. Il a été autorisé à entrer en France malgré la méfiance qu'il suscitait auprès des administrations coloniales, lesquelles interceptaient son courrier avec les dirigeants maghrébins, qu'ils soient religieux ou politiques. Et l'émir Shakib Aslan, pour marquer son intérêt pour l'Afrique du Nord, il s'est mis à publier La Nation arabe en français. Et il diffusait ses idées concernant le danger de l'application de la déclaration Balfour, qu'il considérait comme une menace pour la stabilité et la paix dans cette région. L'émir Shakib Aslan est mort en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, mais il avait recommandé à un étudiant palestinien de Syrie, Najib Sadara, qui était étudiant à la fac de droit à la Sorbonne, il lui a recommandé de créer en 1930 une association intitulée Les Amis de la Palestine arabe, où il continuait l'action de l'émir contre l'interprétation de la déclaration Balfour dans un sens étatique et non pas communautaire. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, on voit arriver à Paris un ancien assistant à la faculté de Malik Fouad au Caire qui est venu faire une thèse de droit, mais il était chargé d'une mission secrète de contact et d'aide pour les militants nationalistes maghrébins et les étudiants, notamment ceux de la MNAF. Il s'appelait Tawfiq Al-Chaoui. Et Tawfiq Chaoui s'est avisé de relancer l'association Les Amis de la Palestine arabe, qui était presque oubliée après le départ de Najib Sadara. Il l'a relancée en 1948 pour donner une base légale à son action contre le partage de la Palestine par le vote de l'ONU de 1947. Et il se faisait aider dans des réunions, par exemple à la salle Wagram, dans des quartiers chics, comme on dit. Il faisait venir des travailleurs algériens des banlieues dites difficiles aujourd'hui. Et c'est eux qui le défendaient contre des gros bras qui venaient l'agresser pour éviter tout débat à caractère historique, moral ou juridique. Il y avait des nervis qui voulaient agresser tout défenseur de la Palestine à l'époque. Et Tawfiq Chaoui, du fait de son contact avec Messali El-Hadj et Ibrahim Maïza, il avait toujours une protection fournie par les travailleurs algériens, la plupart militants de l'ancienne étoile nord-africaine, puis du PPA. Et il sera sollicité par la Ligue arabe après l'embargo décidé par le gouvernement français sur toute vente d'armement pour le Proche-Orient. Or, cet embargo était appliqué pour une vieille commande d'armement du Liban, qui était antérieure à l'embargo, et les dockers cégétistes à Marseille refusaient de charger cette cargaison. Et Tawfiq Chaoui, la Ligue arabe connaissait ses contacts avec les Algériens, lui a demandé de faire quelque chose, et il part à Marseille en compagnie d'Abdallah Filali, qui était
l'adjoint de Messali en France, et il contacte des chefs syndicalistes parmi les dockers algériens qui ont chargé la cargaison malgré la tentative de s'y opposer par des cégétistes communistes qui avaient approuvé la reconnaissance d'Israël par l'Union soviétique, et des syndicalistes algériens qui étaient très actifs au sein de ce syndicat de gauche ont demandé des explications. Les chefs syndicalistes ont consulté le PCF à Paris et le PCF leur a dit, puisque Israël a été reconnu par l'Union soviétique, nous devons faire la même chose. Et ça a été suivi par une hémorragie et une série de démissions des syndicalistes algériens de la CGT. Et les démissions les plus célèbres sont celles de la section de Sochaux, où il y avait les usines Peugeot, les syndicalistes parmi lesquels le regretté Safi Boudissa, un ancien de l'OS, futur ministre du Travail dans le gouvernement Ben Bella. Non seulement ces chefs syndicalistes ont déclenché une grève de protestation, mais ils n'ont arrêté la grève qu'après avoir obtenu une salle de prière de 1600 mètres carrés à l'intérieur même de l'usine. Donc cette information permet de relativiser grandement les écrits de politistes sécuritaires dont un a consacré un grand chapitre à la salle de prière ouverte à Boulogne-Billancourt dans les usines Renault en 1975. Et ce politiste très engagé et fâché avec l'histoire prétend dans son préambule que c'est la première du genre. Et donc, il fallait une sorte d'ijtihad laïque et sociologique pour expliquer cette intrusion d'une religion archaïque dans un temple de la modernité industrielle. Et tous les militants du MTLD en France, qui recevaient des instructions, notamment à l'occasion des fêtes religieuses par Messali el-Hadj, suivaient de très près l'actualité au Proche-Orient. Et dès le déclenchement de la guerre en mai exactement 1948, nous savons qu'il y a un bon nombre de travailleurs qui sont partis de France, de Paris, de la banlieue parisienne, pour se porter volontaires en solidarité avec la Palestine. Et on retrouve certains d'entre eux parmi les chefs de l'ALN. Et certains, parmi ces volontaires, fréquentaient les nadis des ulama qu'avait ouvert le Cheikh al-Fadil al-Wartilani pendant la brève durée de son séjour à Paris entre 1936 et 1939. Donc c'était une cause considérée comme axiale, aussi importante que la revendication de l'indépendance de leur propre pays par les militants algériens, et les sympathisants qui n'étaient pas affiliés au PPA partageaient ces sentiments. Du côté français, il y a eu tout un courant assez important qui recommandait à la diplomatie française de ne pas voter pour le partage de la Palestine, qui conduisait à la reconnaissance d'Israël avec un petit territoire pour la Palestine. Et le ministre des Affaires étrangères qui s'apprêtait à aller à New York pour la session spéciale de l'ONU s'appelait Georges Bidault, un démocrate chrétien qui était à la tête du MRP. Il avait reçu toutes sortes d'appels téléphoniques, de visites, de personnalités éminentes qui lui demandaient de s'abstenir au Conseil de sécurité au moment du vote pour la création de l'État d'Israël. Et parmi les gens qui lui ont donné des informations d'une grande précision, il y avait le grand arabisant Louis Massignon,
qui avait les statistiques sur le nombre d'Algériens qui vivaient en Palestine. Ils étaient 35 000 au moment de la promulgation du statut organique de l'Algérie du 12 septembre 1947, qui reconnaissait la citoyenneté française à tous les Algériens qui étaient considérés comme des sujets. Donc Massignon a dit « Nous avons 35 000 Français qui vivent en Palestine et la France est la seule puissance qui a un nombre aussi important de ressortissants. Donc c'est la première puissance concernée par le problème palestinien. Et parmi ces 35 000, il y en avait qui étaient des administrateurs au Kiel, des biens habous, comme le Waqf de Sidi Boumediene à Jérusalem, qui a été confisqué dès la victoire des armes, l'arrivée de l'Irgun et de la Ghana à Jérusalem. Ces biens ont été confisqués. C'est des biens très importants, ce sont des immeubles. في حي المغاربة أو باب المغاربة à Jérusalem, plus 16 000 hectares des meilleures terres de la banlieue de Jérusalem. Et le Quai d'Orsay a toujours réclamé l'indemnisation de ces biens. Et le contentieux perdure jusqu'à maintenant. Et si un jour il y aura un retour à la paix définitive et si Israël daigne indemniser, ces biens devraient être indemnisés à la Fondation de l'Islam de France, qui n'a pas les financements qui soient à la hauteur de ces grands projets. Et Léon Blum, qui a été le plus avisé, a attendu vraiment jusqu'à 1h moins le quart ou 1h du matin, la veille du départ de Georges Bidault à New York, et il a eu un très long coup de fil, et c'est lui qui l'a convaincu de voter pour la reconnaissance de l'État d'Israël. Et donc, ce qui montre qu'on pouvait être un républicain, démocrate, et ne pas interpréter la déclaration Balfour dans le sens de la création d'une structure étatique, le regroupement des Juifs qui ont beaucoup souffert, qui ont été victimes d'une politique raciste. Il y a eu la Shoah, aucun musulman n'a intérêt à nier l'existence de la Shoah ni des chambres à gaz, où les Palestiniens n'avaient aucune responsabilité, mais un grand nombre de Français de haut niveau, éminents, considéraient que la France pouvait défendre les Juifs, mais sans passer par une structure étatique, comme cela a été fait au moment du vote, dont on connaît un peu les origines et le rôle des influenceurs. Et donc, cela nous mène jusqu'au début de la décolonisation, où il y avait, après 1962, les travailleurs algériens qui étaient engagés dans la Fédération de France. On retrouve beaucoup d'entre eux dans le mouvement des travailleurs arabes, qui avait jusqu'à 4000 militants. C'est la formation la plus importante depuis l'étoile nord-africaine, et qui mettait la Palestine vraiment au cœur de ses revendications. Et ces militants, parmi lesquels il y avait le regretté Saad Habsi, alias Sil Harbi pendant la Révolution, qui était invité à RMC et à d'autres radios par l'Association de solidarité France-Pays Arabes, créée à la demande du général de Gaulle par Edmond Michelet et par Louis Terrenoir. Le général de Gaulle leur a dit il faut expliquer à la société civile la politique française au Proche-Orient. Et parmi ces militants, il y avait le directeur de
témoignage chrétien, le regretté Georges Montaran, qui a organisé la conférence des chrétiens pour la Palestine à Beyrouth en novembre 1970, où il a fait venir de tous les pays européens, du Canada, des États-Unis, de l'Irlande, de l'Angleterre, des religieux, des journalistes, pour leur expliquer le bien fondé des revendications palestiniennes. Et Georges Montaran, qui en parlait jusqu'à la fin de sa vie, il avait tous les arguments historiques, juridiques, moraux, religieux, tout ce que vous voulez, mais il résumait à l'intention du grand public le souvenir d'une conférence à Bruxelles qui était perturbée par des militants de l'extrême droite israélienne. Et l'intervention qui a été la plus convaincante, la plus brève, c'est celle d'un étudiant palestinien qui a parlé de la salle. Il a dit, selon la législation actuelle, n'importe quel Européen, Allemand, Hollandais, Danois, Belge, s'il découvre une origine juive, il devient citoyen de facto de l'État d'Israël. Et moi, dont les parents sont originaires de Jérusalem, je n'ai pas le droit, je n'ai aucun droit, je suis un bidoun. Il avait un passeport mauritanien, je crois, parce que Mokhtar Ould Daddah, à l'époque, à la demande de Vincent Monteil, délivrait des passeports mauritaniens aux Palestiniens qui ne pouvaient pas avoir des passeports de la Jordanie, du Liban. Le Liban, je crois qu'ils n'en donnaient pas du tout, ou la Syrie. Et donc Montaran a joué un grand rôle en s'adressant à ce qu'on appelait la conscience chrétienne, la conscience française, des gens qui se déterminaient en fonction de critères moraux pour la justice, pour la paix. Ce n'était pas un parti pris, comme on dit, pro-arabe, ce qui n'a aucun sens. C'était les intérêts de la France qui étaient défendus par ces grands patriotes dont beaucoup avaient été de grands résistants contre le nazisme et qui avaient des amis parmi les rescapés de Treblinka, des camps d'Auschwitz et d'ailleurs, parmi lesquels Germaine Tillon, par exemple, qui était pro-palestinienne et qui dira à Frédéric Mitterrand un jour, en lui parlant de son oncle François Mitterrand, c'est les victimes du nazisme qui deviennent des bourreaux contre les Palestiniens. Et là, on passe les détails des textes de la presse israélienne où Ben Gourion disait « Nous ferons subir aux Palestiniens ce que les Allemands ont fait subir aux Juifs en Europe. » On ne voit pas au nom de quoi. Et donc c'est le mérite de toute cette élite d'avoir défendu les causes de la justice et de la paix contre vents et marées, où c'était très difficile, les agressions étaient très faciles dans les salles de réunion et les controverses tournaient aux empoignades et aux agressions physiques. C'est pour ça que Tawfik Chaoui prenait soin de se faire accompagner par des ouvriers algériens qui le protégeaient contre des gens qui venaient pour le tabasser. Donc tout cela nous amène, avant 1970, il y a eu la guerre dite des 6 jours, du 5 juin 1967, qui a été annoncée dans le François, qui était le seul journal, le deuxième journal du soir, sortait l'après-midi, daté du 6 juin. Il a titré sur toute la largeur de la une « Israël attaqué par ses voisins arabes ». Et ça reste vraiment un cas étudié dans toute l'école de journalisme quand on veut parler de la désinformation. Et beaucoup de gens, pendant très longtemps, croyaient à cette affirmation de François. Ce qui fait que les débats étaient très très difficiles. On a quelques enregistrements de débats où un professeur au Collège de France comme Jacques Berck avait du mal
sur RTL par exemple, a expliqué que ce n'est pas les Arabes qui ont agressé, c'est une attaque surprise qui a cloué au sol toute l'aviation militaire égyptienne, mais des vérités premières avaient du mal à passer à l'époque. Et c'est à la suite de toutes ces tensions, de ces désinformations, qu'est venue la fameuse conférence de presse du général de Gaulle du 27 novembre 1967. Elle dure plus d'une heure et demie et elle circule sur les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui lui consacrent des mémoires de Master 2, d'autres des thèses. Et en ce moment, pour oublier le côté impartial des commentaires sur les grandes chaînes, beaucoup de gens préfèrent regarder à nouveau cette conférence de presse qui a introduit un très net distinguo entre ce qu'on appelait le terrorisme et la résistance légitime. Et le général de Gaulle a fait l'historique avec une grande érudition, sans aucune phrase désobligeante contre le peuple juif. Le général de Gaulle venait d'une famille très catholique, très à droite, mais qui était dreyfusarde, qui ont défendu le capitaine Dreyfus. Et le général de Gaulle a hérité donc, de cette judéo-justice. Ils étaient des chrétiens judéo-justes. Ils n'étaient ni judéophiles, ni judéophobes, ils étaient judéo-justes. Et donc, cette conférence de presse reste le fondement et la référence principale au Quai d'Orsay de la diplomatie française. Donc, quand un musulman défend les droits des Palestiniens, il n'est pas en désaccord avec le général de Gaulle, malgré les fluctuations de la diplomatie française selon les échéances électorales, selon les changements d'alliance, etc. Mais la cause de la justice est quelque chose d'assez invariant et on peut la défendre sans encourir les accusations outrancières qui viennent de droite et de gauche. Et donc ça a duré comme ça jusqu'à 1973, la guerre dite du Ramadan pour les Arabes, du 6 octobre 1973, où la solidarité avec Israël restait vraiment prioritaire, presque de la même façon qu'en 1967. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ce qu'on appelait la petite phrase de Michel Joubert, le ministre des Affaires étrangères très gaullien de Georges Pompidou, qui, après les premiers jours, les 2 ou 3 premiers jours où on croyait qu'Israël allait disparaître, uniquement parce que l'armée égyptienne a démantelé la fameuse ligne Bar-Lev qu'on croyait infranchissable, on craignait pour la disparition de l'État d'Israël, pour le devenir d'Israël. Et Michel Joubert fait venir une chaîne de télévision où il répond, il donne les invariants de la diplomatie française. Et le journaliste allait éteindre les caméras, puis Michel Joubert lui a dit « Je me permets de vous poser une question à mon tour. Est-ce que remettre ses pieds sur son propre territoire constitue une attaque surprise ?» Parce que tout le monde dit Israël a été attaqué par surprise. La surprise, c'est quand il y a un traité de paix. Or, il y avait un état de belligérance qui remontait en 1967, où l'armée israélienne, très rapidement, s'est emparée du Golan et du Sinaï. Et Michel Joubert a ajouté que je sache, les Égyptiens combattent en Égypte et les Syriens combattent en Syrie pour libérer leur territoire. Et là-dessus, il y a une levée de boucliers, d'accusations outrancières contre Michel Joubert. On l'a accusé d'antisémitisme. Et on a convoqué une réunion extraordinaire à l'Assemblée nationale pour étudier la situation au Proche-Orient, où il y avait
à droite, à gauche et au centre, des assauts vraiment très agressifs contre Michel Joubert, qui était frêle, petit de taille, et qui répétait « Israël n'est pas menacé de génocide par la France ». La France défend une conférence internationale pour aboutir à un accord de paix juste et durable. Donc, c'est un sujet inflammable où les passions se déchaînent très rapidement, où un discours cartésien fondé sur la morale, l'histoire, etc., avait peu de place dans ce genre de cacophonie. Alors à ce moment-là, il y avait, Michel Joubert avait la cote parmi les travailleurs immigrés, parmi les tiers-mondistes, parmi les quelques jeunes issus de l'immigration qui faisaient des études. Or, le nombre de ces derniers a augmenté sensiblement après l'arrivée de la gauche au pouvoir, et c'est ce qui a donné la marche pour l'égalité, et non pas la marche des beurs, comme les socialistes l'ont baptisé pour lui donner une dimension identitaire qu'elle n'a jamais eue. Tous les marcheurs qui venaient de Marseille jusqu'à Paris, à pied, avaient le keffieh palestinien. C'était visible tous les soirs à la télévision. Et il semblerait qu'en haut lieu, on était indisposé par ce symbole de solidarité avec les Palestiniens, que ces jeunes situaient à peine sur la carte, mais ils ont hérité des militants de 1948, dont certains sont partis, semble-t-il, après avoir traversé la Méditerranée à pied pour se porter volontaire. Donc il y a une transmission de l'attachement à la cause palestinienne qui se fait presque en même temps que la transmission de la foi. Et la transmission de la foi est quelque chose de beaucoup plus facile que la transmission de la langue, qui a été un échec total dans l'immigration. Et en haut lieu, on a décidé de faire disparaître ces keffiehs, et il semblerait que cette mission aurait été confiée à SOS Racisme, qui, il faut le reconnaître, a bien réussi, puisque ces jeunes qui portaient le keffieh, on ne les verra plus, on les retrouvera dans les salles de prière, alors qu'ils n'étaient pas pratiquants auparavant. Quand ils ont vu le détournement du mouvement de sa destination, beaucoup ont médité ça, et ça les a conduits à renouer avec la foi de leurs parents. Et là, le mouvement est parti, malgré l'interdiction tacite du keffieh palestinien. Il y avait toujours un noyau de jeunes qui s'intéressent à la cause palestinienne, toujours en concertation avec des camarades français non musulmans, qui sont palestino-justes, si on veut dire. Ils ne sont ni phobes, ni phils, mais ils sont justes, ils sont pour une justice. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait des guerres meurtrières provoquées par l'agressivité israélienne, dans le cadre de ce qu'on appelait les guerres préventives, la notion de guerre préventive, c'est quelque chose d'assez ambigu. On mène une guerre préventive quand on a un sentiment de menace. Or, le danger, l'évaluation du danger, dépend beaucoup de la psychologie de celui qui mène la guerre préventive. Des fois, quand on surévalue la menace, et parfois on mène des guerres contre des menaces inexistantes. Et quelqu'un qui a une structure paranoïaque, qui n'a pas mis au point ses relations avec les voisins, se sent toujours menacés, même quand il n'y a pas de menace. Et en France, à chaque fois qu'il y avait des guerres préventives, il y avait toujours des manifestations, mais peu médiatisées. Ça se réduisait à 400-500 personnes qui partaient de Barbès jusqu'à l'Institut du monde arabe, et on ne trouvait aucune trace dans les médias audiovisuels ou écrits. Mais le nombre de ces manifestants augmentait au fur et à mesure. Au moment de Sabra et Shatila de septembre 82, il y avait peu de manifestants, il y en avait quelques-uns, mais peu médiatisés.
Mais à partir des attaques contre le Gaza, et notamment ou le sud Liban, depuis le début des années 2000, on a 2004, 2006, avec les noms qui changent, jusqu'aux attaques contre Gaza en 2009, à chaque fois, il y avait des manifestations de plus en plus importantes qui attiraient non seulement des musulmans issus de l'immigration, mais aussi des Français restés attachés aux invariants de la diplomatie gaullienne, mais aussi des manifestants qui viennent avec des pancartes annonçant qu'ils sont de confession juive. Et certains révélaient qu'ils étaient des inconditionnels d'Israël. Et ils ont tenu à manifester aux côtés des musulmans en rappelant que le judaïsme est une éthique, c'est un humanisme, c'est le sens de la justice, c'est la condamnation de toute agression gratuite. Et notamment au moment de la guerre de 2009, qui a duré plusieurs semaines, il y avait tous les samedis des manifestants de plus en plus nombreux, mais boycottés par les médias. Mais au bout du 4e ou 5e samedi, les médias ont daigné en parler, mais en présentant les manifestants comme des casseurs, antisémites et intégristes. Depuis quelques années, ces deux accusations sont accolées l'une à l'autre. Et dans les autres pays voisins, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, les manifestations étaient beaucoup plus massives. Et c'est ce qui a montré qu'il y a une influence des communautés musulmanes en Europe sur les opinions de ces pays européens, y compris sur des inconditionnels d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où le Hamas a investi l'immeuble des services de renseignement de l'OLP que dirigeait Mohamed Dahlan à Gaza, on a découvert dans les archives de rapports que les représentants de l'autorité palestinienne en Europe étaient tenus de faire sur les communautés musulmanes en Europe. Et le responsable qui a annoncé ça un soir sur Al Jazeera a dit « Mohamed Dahlan obligé d'envoyer une copie au Mossad de ces rapports sur les communautés musulmanes dans tous les pays européens. » Pourquoi ? Parce que Israël a découvert l'influence que peuvent avoir les musulmans en Europe sur les opinions européennes. Et c'est pour ça qu'ils surveillaient de près. Et on est éclairé sur cette façon de voir les choses en lisant la biographie du cardinal Jean-Marie Lustiger par Henri Tinck, l'ancien chroniqueur religieux du Monde, qui était appelé ironiquement par les chrétiens de gauche, parce qu'il était un catholique pratiquant, pas très à gauche, on l'appelait l'attaché de presse de Lustiger. Donc il recueillait ses confidences. Dans cette biographie, il y a un petit chapitre, mais très bref, sur l'islam. Parce qu'il n'avait rien à dire. Lustiger lui répétait « Moi, je ne m'intéresse pas à l'islam. Le dialogue avec les musulmans est une perte de temps. » Mais je me suis mis à m'intéresser à cela au vu de l'augmentation du nombre de musulmans en Europe, en évaluant le risque des retombées sur la position des opinions européennes vis-à-vis d'Israël. On considérait ça comme un danger, et quel que soit le pacifisme des jeunes qui défendent la cause palestinienne. Et donc voilà, c'est cet héritage, ce sont ces précédents qui expliquent le déchaînement des passions aujourd'hui, où les arguments relevant de la raison, du droit, de la morale ont très peu de place, surtout les premiers jours du conflit où les passions se déchaînent. Et donc les musulmans qui sont exclus de ces débats très très souvent
ont intérêt à s'appuyer sur ces précédents, sur la diplomatie gaullienne, qui reste une des grandes références de la diplomatie actuelle. Et il faut garder son sang-froid et être persuadé que c'est la vie et la raison qui auront le dessus après le passage de ces bourrasques de passion et parfois de la haine, des accusations gratuites. Il ne faut jamais désespérer de convaincre les gens de bonne foi, quelle que soit leur confession, y compris ceux qui étaient inconditionnels d'Israël. Avec une bonne argumentation, on peut les persuader du bien fondé du droit des Palestiniens et de la nocivité, de l'agressivité israélienne. Ce n'est pas l'État d'Israël qui est menacé. Le monde arabe s'est rallié à l'idée des deux États. Et dénoncer l'agressivité d'Israël ne signifie pas la remise en cause de l'existence de cet État. Et avant 1948, tous les rapatriés d'Afrique du Nord, de confession juive, vous parlent très facilement de la bonne qualité de leurs relations avec leurs amis, leurs voisins, leurs camarades musulmans. C'est la création de l'État d'Israël et l'agressivité des faucons israéliens qui est à l'origine des conflits. Et nous avons un grand nombre d'intellectuels juifs en France qui ne confondent pas le soutien à la Palestine avec l'antisémitisme. Voilà donc assez brièvement un survol de cette grande histoire qui mériterait d'être étudiée de près, de manière à ce qu'elle serve dans les argumentations que nous aurons à avoir dans les prochaines crises.